Chapitre 3. Winston rêvait de sa mère. Il devait avoir 10 ou 11 ans, pensa-t-il, quand sa mère avait disparu. Imposante et majestueuse, cette femme plutôt silencieuse se mouvait lentement et avait de magnifiques cheveux blonds. Ses souvenirs de son père étaient plus flous. Sombre et fin, toujours impeccablement vêtu de noir, Winston se remémorait particulièrement les très fines semelles de ses chaussures, portant des lunettes. Les deux avaient sûrement été happés par les premières grandes purges des années 50. À présent, sa mère était assise quelque part en contrebas, avec sa petite sœur dans les bras. Il ne se souvenait pas du tout de sa petite sœur, si ce n'est comme d'un frêle bébé, toujours silencieux, aux larges yeux attentifs. Toutes les deux le regardaient. Elles étaient dans une sorte d'endroit souterrain, comme le fond d'un puits ou une tombe très profonde, qui, bien que déjà bien en dessous de lui, s'enfonçait encore. Elles étaient dans le salon d'un bateau qui coulait, le regardant à travers les eaux s'assombrissant. Il y avait toujours de l'air dans le salon, elles pouvaient toujours le voir, il pouvait toujours les voir, mais elles continuaient à couler dans les eaux verdâtres qui pouvaient à tout moment les faire disparaître à jamais. Il était là, dans l'air et la lumière, pendant qu'elles étaient aspirées vers la mort, et elles étaient là-bas parce que lui était là-haut. Il le savait, et elle le savait, et il pouvait voir sur leur visage qu'elle le savait. Il n'y avait nul reproche sur leur visage ou dans leur cœur, seulement la conscience qu'elle devait mourir pour que lui pût survivre, et que c'était l'inévitable ordre des choses. Il ne pouvait pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, mais il savait que dans son rêve, les vies de sa mère et de sa sœur avaient été sacrifiées pour la sienne. C'était un de ces rêves qui, bien qu'ayant les caractéristiques du songe, était la continuation d'une démarche intellectuelle, où l'on prenait conscience de faits et d'idées qui semblaient toujours nouvelles et valables au réveil. Ce qui frappait maintenant Winston, c'était que la mort de sa mère, quelque 30 ans plus tôt, avait été tragique et douloureuse, ce qui n'était plus possible aujourd'hui. La tragédie, réalisa-t-il, appartenait aux anciens temps, quand il y avait encore de l'intimité, de l'amour et de l'amitié, et quand les membres d'une famille se soutenaient par pur instinct. Les souvenirs de sa mère lui torturaient le cœur, car elle était morte en l'aimant, quand lui était trop jeune et trop égoïste pour l'aimer en retour, et parce que, même s'il ne se rappelait plus comment, elle s'était sacrifiée pour une conception de la loyauté qui était intime et inaltérable. Cela, constata-t-il, n'était plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait la peur, la haine, la souffrance, mais plus la noblesse des émotions, plus les peines profondes et complexes. Il lui semblait voir tout ça dans les grands yeux de sa mère et de sa sœur, le regardant à travers des centaines de mètres d'eau verdâtre, et s'enfonçant toujours. Il se trouva soudain sur un court gazon, un soir d'été, quand les rayons obliques du soleil dorent le sol. Le paysage qui l'entourait apparaissait si souvent dans ses rêves qu'il ne savait plus s'il l'avait vu en vrai ou pas. Au réveil, il l'appelait la contrée dorée. C'était un ancien pâturage, rongé par les lapins, dans lequel sinuait un sentier et où poussaient quelques taupinières. De l'autre côté du champ, par-dessus la haie dégarnie, les branches d'orme se balançaient lentement dans la brise, leurs feuilles frémissant en ensemble dense comme les cheveux d'une femme. Tout près, mais hors de vue, il y avait un petit ruisseau où de fins poissons argentés nageaient sous les saules. La fille aux cheveux noirs se dirigeait vers lui. Dans ce qui sembla un seul mouvement, elle arracha ses vêtements et les jeta négligemment sur le côté. Son corps était pâle et doux, mais il ne lui procurait aucune envie, il le regarda à peine. Ce qui l'obnubilait à cet instant, c'était l'admiration pour le geste avec lequel elle s'était débarrassée de ses vêtements. Avec sa grâce et son insouciance, elle semblait anéantir une civilisation entière, tout un système de pensée, comme si Tonton, le parti et la police des pensées pouvaient être dissous dans la splendeur d'un simple mouvement de bras. Ce geste aussi appartenait aux anciens temps. Winston se réveilla avec le mot « Shakespeare » aux lèvres. Le télécran émit un sifflement strident qui continua sur la même note pendant 30 secondes. Il était 7h15, l'heure du lever pour les travailleurs des bureaux. Winston arracha son corps du lit nu. Un membre du parti extérieur ne recevait que 3000 coupons d'habillement par an, et un pyjama en coûtait déjà 600 et attrapa un débardeur et un caleçon sur une chaise. Les chocs corporels allaient commencer dans 3 minutes. L'instant d'après, il fut pris d'une toux violente, comme quasiment tous les matins au réveil. Elle lui vida tellement les poumons qu'il ne put reprendre sa respiration qu'après s'être allongé et avoir pris de longues inspirations.
Ses veines avaient gonflé sous l'effort de la toux, et l'ulcère commençait à le gratter. Groupe 30 à 40. Jappa une perçante voix féminine. Groupe 30 à 40. À vos places, s'il vous plaît. 30 à 40. Winston se releva devant le télécran, sur lequel l'image d'une jeune femme, maigre mais musclée, habillée d'une tunique et de chaussons de gymnastique, était apparue. Bras pliés, bras tendus. Scanda-t-elle. En rythme. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Allez, camarades, mettez-y du cœur. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Point. Point. La douleur de la toux n'avait pas complètement effacé le souvenir du rêve dans l'esprit de Winston, et les mouvements rythmés de l'exercice semblaient le raviver. Alors qu'il projetait mécaniquement ses bras d'avant en arrière, son visage portant l'expression de plaisir sinistre considéré comme convenable pendant les chocs corporels, son esprit avait du mal à remonter dans la période trouble de sa petite enfance. C'était extraordinairement difficile. Au-delà de la fin des années 50, tout s'effaçait. Quand il n'y avait pas d'archives extérieures auxquelles vous pouviez vous référer, même les contours de votre propre vie s'émoussaient. Vous vous souveniez d'événements majeurs qui n'avaient probablement jamais existé, vous vous souveniez de détails d'incidents sans pouvoir ressaisir leur atmosphère, et il y avait de longues périodes auxquelles vous ne pouviez rien associer. Tout était différent à l'époque. Même le nom des pays, et leurs contours sur les cartes, étaient différents. Aérozone Prime, par exemple, ne s'appelait pas ainsi en ce temps-là, ça avait été Angleterre ou Grande-Bretagne. Mais Londres, il en était presque certain, avait toujours été appelé Londres. Winston ne pouvait pas se remémorer précisément une période pendant laquelle son pays n'avait pas été en guerre, mais il était évident qu'il y avait eu une assez longue période de paix pendant son enfance, puisqu'un de ses plus anciens souvenirs était celui d'un raid aérien qui avait pris tout le monde par surprise. C'était peut-être à cette époque que la bombe atomique s'était abattue sur Colchester. Il ne se souvenait pas du raid en lui-même, mais il se souvenait de la main de son père serrant la sienne tandis que précipitamment il descendait, dans un endroit enfoui sous terre, tournant et tournant le long d'un escalier en spirale qui résonnait sous ses pieds, et qui exténua tellement ses jambes qu'il commença à pleurnicher, et ils durent s'arrêter, se reposer. Sa mère, de sa lente façon rêveuse, suivait loin derrière eux. Elle portait sa petite sœur ou peut-être était-ce une pile de couverture. Il ne se souvenait pas si sa petite sœur était déjà née à ce moment-là. Finalement, ils émergèrent dans un endroit bruyant et bondé, et il comprit que c'était une station du métro. Il y avait partout des personnes assises sur le sol en pierre, et d'autres personnes, serrées toutes ensemble, assises sur des lits en métal superposés. Winston, sa mère et son père trouvèrent de la place au sol, et près d'eux, un vieil homme et une vieille femme étaient assis côte à côte sur un lit. Le vieil homme portait un chic costume sombre et une casquette en tissu noir recouvrait ses cheveux très blancs. Son visage était écarlate et ses yeux bleus étaient emplis de larmes. Il empestait le jean. Il semblait en transpirer par la peau, et on aurait juré que les larmes qui coulaient de ses yeux étaient du gin pur. Mais bien que saoul, il souffrait également d'une peine réelle et insupportable. De sa manière enfantine, Winston comprit qu'une chose terrible, qui ne pourrait jamais être ni oubliée ni pardonnée, s'était produite. Il lui semblait également savoir de quoi il s'agissait. Quelqu'un que le vieil homme aimait, peut-être une petite fille, avait été tué. Toutes les 2 minutes, le vieil homme répétait « On n'aurait pas dû leur faire confiance. » Je l'ai dit, mamie, hein? Vélas qu'on gagne de leur confiance. Je l'ai toujours dit. On n'aurait pas dû faire confiance à ces enculés. Mais à quels enculés il n'aurait pas dû faire confiance? Winston ne parvenait pas à s'en souvenir. À peu près à partir de ce moment-là, la guerre avait été littéralement permanente, même si ça n'avait pas été strictement la même guerre. Pendant plusieurs mois, il y avait eu une guérilla urbaine confuse dans les rues de Londres, dont il se souvenait vivement en partie. Mais retracer l'histoire de toute la période, dire qui avait affronté qui tout du long, aurait été impossible, puisqu'aucune archive écrite, aucun témoignage oral, ne faisait mention d'aucune autre situation que la présente. En ce moment, par exemple, en 1984, si on était en 1984, Oceania était en guerre contre Razia, et alliée avec Estasia.
Dans aucun discours public ou privé il n'était admis que les trois puissances eussent pu former des combinaisons différentes de l'actuelle. En réalité, comme Winston le savait très bien, cela ne faisait que 4 ans qu'Océania était en guerre contre Eurasia et alliée à Estasia. Mais ce n'était qu'une furtive bribe de connaissances qu'il avait en sa possession parce que sa mémoire n'était pas totalement sous contrôle. Officiellement, le changement d'alliance n'avait jamais eu lieu. Océania était en guerre contre Eurasia, donc Océania avait toujours été en guerre contre Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu, et par conséquent, tout accord futur ou passé avec lui était impossible. Le plus effrayant, se dit-il pour la 10 000e fois en tirant douloureusement ses épaules en arrière, les mains sur les hanches, il faisait tourner leur bassin, un exercice supposément bon pour les muscles du dos. Le plus effrayant, c'était que tout ça pouvait être vrai. Si le parti pouvait plonger sa main dans le passé et dire que tel ou tel événement n'avait jamais existé, n'était-ce pas plus terrifiant encore que la torture ou la mort? Le parti disait qu'Océania n'avait jamais été allié à Eurasia. Lui, Winston Smith, savait qu'Océania avait été alliée à Eurasia à peine 4 ans plus tôt. Mais où cette connaissance existait-elle? Uniquement dans sa propre conscience, qui dans tous les cas serait bientôt annihilée. Et si tous les autres acceptaient le mensonge que le parti leur imposait puisque toutes les archives racontaient la même fable, alors le mensonge passait dans l'histoire et devenait la réalité. Qui contrôle le passé, disait le slogan du parti, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Et pourtant le passé, malgré sa nature malléable, n'avait jamais été altéré. Ce qui était vrai maintenant avait été et serait éternellement vrai. C'était vraiment très simple. Tout ce qui était nécessaire, c'était une série infinie de victoires sur votre propre mémoire. Contrôle de la réalité, l'appelait-il, en novlangue, double pense. On se repose. Aboya l'entraîneuse, un peu plus chaleureusement. Winston relâcha ses bras et remplit doucement ses poumons d'air. Son esprit glissa dans le monde labyrinthique du double pense. Savoir et ne pas savoir, être conscient de toute la réalité tout en racontant des mensonges savamment construits, tenir simultanément deux opinions qui se contredisaient, savoir qu'elles étaient contradictoires et les croire toutes les deux. Utiliser la logique contre la logique, répudier la moralité tout en s'en réclamant, croire que la démocratie était impossible et que le parti était le gardien de la démocratie. Oublier ce qu'il était nécessaire d'oublier, s'en rappeler au besoin, et l'oublier promptement à nouveau, et par-dessus tout, appliquer le même processus au processus lui-même. C'était l'ultime subtilité. Consciemment persuader l'inconscient, et, encore une fois, devenir inconscient de l'acte d'hypnose que vous veniez d'accomplir. Même la compréhension du mot « double pense » impliquait l'usage du double pense. L'entraîneuse demanda leur attention à nouveau. « Et maintenant, voyons qui de nous peut toucher ses pieds. » lança-t-elle, enthousiaste. « Bien droit jusqu'aux hanches, s'il vous plaît, camarade. 1, 2. 1, 2. » Winston détestait cet exercice, qui lui envoyait de la douleur des talons aux fessiers, et lui déclenchait souvent une nouvelle quinte de toux. Ses méditations se firent moins plaisantes. Le passé, se dit-il, n'avait pas seulement été altéré, il avait en fait été détruit. Comment pourriez-vous vérifier le moindre fait s'il n'en existait aucune trace en dehors de votre mémoire? Il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Tonton. Ça devait être quelque part dans les années 60, mais il était impossible d'en être certain. Dans l'historiographie du parti, évidemment, Tonton était le meneur et le gardien de la Révolution depuis ses tout premiers jours. Ses exploits étaient repoussés de plus en plus loin dans le temps, et désormais ils s'étendaient dans le monde fabuleux des années 30 et 40, quand les capitalistes et leurs drôles de chapeaux cylindriques parcouraient encore les rues de Londres dans leurs automobiles rutilantes ou dans leurs cabriolets aux vitres de verre. Impossible de distinguer dans cette légende le vrai et l'invention. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti avait été créé. Il ne pensait pas avoir entendu le mot Ang Sok avant 1960, mais il était possible que dans sa forme vieux-langue, socialisme anglais, il ait circulé plus tôt. Tout devenait brumeux. Pourtant, parfois, vous pouviez mettre le doigt sur un mensonge avéré. Il n'était pas vrai, par exemple, que, comme le clamaient les livres d'histoire du parti, ce dernier avait inventé les avions. Il se souvenait d'avions depuis sa plus tendre enfance.
Mais vous ne pouviez pas le prouver. Il n'y avait jamais aucune preuve. Une seule fois dans toute sa vie, il avait eu entre les mains une preuve indiscutable de la falsification d'un fait historique. Et alors? Smith, cria la voix hargneuse dans le télécran. 6079 Smith W. Oui, toi. Plus bas, s'il te plaît. Tu peux faire mieux que ça. Tu ne forces pas. Plus bas, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux, camarade. Maintenant, l'équipe, reposez-vous, et regardez-moi. Une soudaine fièvre parcourut tout le corps de Winston. Son visage demeura absolument insondable. Ne jamais montrer de consternation. Ne jamais montrer de rancœur. Un simple battement de cils pouvait vous trahir. Il regarda l'entraîneuse lever ses bras au-dessus de sa tête, on ne pouvait pas dire gracieusement, mais avec une précision et une efficacité remarquables, se pencher et glisser la première phalange de ses doigts sous ses pieds. Voilà, camarade. C'est comme ça que je veux vous voir faire, regardez-moi encore. J'ai 39 ans et j'ai eu 4 enfants. Regardez. Elle se pencha à nouveau. Vous voyez, mes genoux ne sont pas pliés. Vous pouvez tous y arriver si vous le voulez, ajouta-t-elle en se relevant. N'importe qui en dessous de 45 ans est parfaitement capable de toucher ses pieds. Nous n'avons pas tous le privilège de combattre au front, mais au moins nous pouvons tous rester en forme. Souvenez-vous de nos gars au front du Malabar. Et les marins dans la forteresse flottante. Pensez à ce que l'on a enduré. Maintenant, réessayez. C'est mieux, camarade, c'est bien mieux. Ajouta-t-elle, encourageante, alors que Winston, dans un plongeon brutal, réussit à toucher ses pieds sans plier ses genoux pour la première fois depuis plusieurs années. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.